Si vous aimez les mythes et les légendes, j'ai un truc dont je dois vous parler avant votre épisode. Un magnifique livre illustré autour d'une quarantaine d'histoires du monde entier. Dans ce livre, vous allez voyager, vous allez découvrir des histoires fabuleuses et des personnages incroyables. On partira par exemple à la découverte de la célèbre Baba Yaga au fin fond de la Russie, de la bête du Gévaudan qui ravage nos belles contrées françaises, ou encore de la tragédie d'Icare. Des histoires drôles, effrayantes, intrigantes, connues et moins connues, qui sont chacune accompagnées d'une magnifique illustration signée Hippolyte Aswang. Seul ou en famille, poser les yeux sur ces histoires, c'est saisir un petit bout des imaginaires des hommes depuis des siècles et des siècles, et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir participé à ce livre en tant qu'auteur. Si vous voulez vous procurer cet ouvrage magnifique, eh bien je vous invite à participer à la campagne de financement participatif qu'on lance sur KissKissBankBank. Je vous mets un lien, mais dépêchez-vous parce que ça dure pas très longtemps. Et pour ceux qui se demandent, ça, c'est un prototype, dedans il n'y a rien pour l'instant, mais je voulais vous montrer la couverture parce qu'elle est trop belle. Merci pour votre soutien et bon épisode à tous. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous donner mon ressenti sur Gladiator 2 qui vient de sortir dans les salles. Mon avis honnête, parce que honnêtement, j'avais pas mal de préjugés, notamment au vu de mon passif avec Ridley Scott, notamment en ce qui concerne Napoléon. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais tenter de vous donner un avis éclairé sur ce que vaut ce film. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer en salle ou pas? Est-ce que historiquement c'est fiable ou pas? Est-ce que c'est grave? Je réponds à tout ça. Alors pour commencer, ce film Gladiator 2, il est réalisé par Ridley Scott qui avait commis le fameux Gladiator tout court, Gladiator 1 en fait, il y a quelques années maintenant, et qui a été, je pense, un des films les plus marquants pour toute une génération. Moi j'ai des potes qui me sortaient régulièrement des phrases entières, des citations de Maximus le gladiateur. On aurait dit des fans de Kaamelott avant l'heure, en réalité, quand j'y pense un petit peu. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui, cinématographiquement, c'est une tuerie. Il a marqué toute une génération et donc c'est très compliqué pour un film d'arriver en étant la suite d'un chef-d'œuvre comme ça, parce que forcément tout le monde va s'attendre à avoir un film absolument incroyable et en même temps on y va aussi à reculons parce qu'on se dit oulala, on connaît un peu le business du cinéma, les suites de films à succès, souvent c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou. Donc il y avait déjà cette pression qui était mise par Gladiator 1 qui, pour moi, reste un chef-d'œuvre et honnêtement, un de mes premiers Blu-ray en 4K que je me suis acheté, c'était justement Gladiator, que je me suis maté avec le son à fond, avec ma barre de son, et j'ai plongé avec Maximus et j'ai voulu libérer Rome, moi aussi. En fait, c'est le genre de film qui, pour moi, est dans les classiques au même titre que Braveheart, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube d'ailleurs, grand film aussi, même si historiquement c'est pas fou. Voilà déjà le premier point, c'est compliqué d'être l'héritier d'un film comme Gladiator tout court. Deuxième point, Ridley Scott. Ridley Scott, j'ai un petit passif avec, vous l'aviez peut-être remarqué en suivant la chaîne YouTube, j'avais fait une critique sur Napoléon. Et j'avais pas été très satisfait de Napoléon, mais au-delà de ça, j'avais surtout été en colère contre Ridley Scott lui-même, qui avait eu des propos assez injustes et totalement déconnectés sur le métier d'historien et sur les historiens en général. Donc ça partait mal là aussi. Alors je précise que Ridley Scott, pour moi, c'est un réalisateur où je sais jamais vraiment trop à quoi m'attendre. C'est pour ça aussi que j'ai été voir Gladiator 2, parce que de mon côté, je me suis dit, bon, faut lui laisser une chance. Certes, Napoléon, c'était pas bien, selon moi. Mais si on prend des films qu'il a pu faire avant, dans les dernières années, on a par exemple Le Dernier Duel, film sur lequel j'ai aussi fait une vidéo. Décidément, je crois qu'en fait, je dois avoir un attachement inconscient à Ridley Scott, une relation amour-haine qui m'entraîne vers la production de contenu autour de Ridley Scott, je ne sais pas. Mais en tout cas, Le Dernier Duel, c'était vachement bien. Là, on se retrouve sur Gladiator.
donc cette suite, et on se dit qu'est-ce que Ridley il a bien pu nous préparer, et surtout dans la bande-annonce on voyait pas mal d'éléments, notamment on voyait de la nomachie, hein, donc c'est des fameux spectacles sur l'eau avec des bateaux, tout ça et tout qui étaient là, et qui éveillaient un petit peu quand même la curiosité. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais est-ce que ça a existé, voilà, et on s'est dit bon, il va y avoir du spectacle, va y avoir des effets spéciaux. Allons-y, ça va être un bon moment. Et puis c'est pas comme si le péplum était un genre hyper répandu aujourd'hui au cinéma, même si on le voit depuis ces dernières années, on a des séries notamment qui pop, qui sont plus ou moins bien autour de la Rome antique. Et là, ça fait plaisir quand même de voir cette Rome reportée sur grand écran, et faut pas bouder son plaisir. Donc j'y étais, je me suis dit, ok, j'ai lu quelques critiques négatives, j'ai des a priori sur ce que va être ce film. Honnêtement, j'y allais en me disant ça va être une grosse bouse, voilà. Et vous allez le voir, je pense qu'il y a des choses à nuancer, il y a des choses qui sont vraiment pas ouf, et des choses qui sont quand même assez sympas. Alors, après cette longue introduction, quand même, j'aimerais revenir avec vous sur le contexte historique, juste pour poser un petit peu le cadre. Parce que dans Gladiator 1, donc, on était en gros à la fin du 2e siècle de notre ère, et on avait Maximus qui se fightait contre l'empereur Commode, qu'il va buter. Voilà. Désolé si je vous ai spoilé Gladiator 1. Voilà. Bref, dans la vraie histoire, entre guillemets, Commode, effectivement, c'est un empereur de la fin du 2e siècle, qui n'est pas tué par le gladiateur général Maximus, pour le coup, mais qui se fait assassiner. À la suite de Commode, on va avoir un type qui s'appelle Pertinax, qui prend le pouvoir, sauf que Pertinax, il a vraiment pas le soutien, notamment de la garde prétorienne, et donc il va assez vite se faire zigouiller. Après Pertinax, c'est un autre type qui prend sa place, qui va s'appeler Didius Julianus, et lui, pour le coup, il est là, mais pas pour longtemps non plus. Pourquoi ? Parce qu'on a un certain Septime Sévère qui, lui, était plutôt proche de... Enfin, c'est pas qu'il était proche, mais en tout cas, il était dans la continuité de Commode, et donc il va débarquer sur Rome en disant « Bah non, en fait, c'est moi qui dois prendre les rênes, c'est pas Didius Julianus, donc lui, on le condamne à mort, et c'est moi qui prends les rênes du pouvoir. » Ce qui va se passer. Julianus, hop, à la casserole. Tout ça se passe dans un laps de temps qui est finalement relativement court, quand même. Et donc, on se retrouve au début du 3e siècle avec Septime Sévère, empereur, et ses 2 fils. On a Caracalla, qui s'appelle Lucius en réalité, et à côté, Geta. Donc ils sont 2 frères qui ont 1 an de différence à peu près, et donc on se retrouve avec Septime Sévère qui inclut ses fils finalement dans cet organe de pouvoir. Ce sont ses héritiers. Lui va mourir de vieillesse, alors je sais plus, il dépasse la soixantaine, je crois, peut-être 65 ans, quelque chose comme ça. Attention, c'est pas sourcé, allez vérifier quand même. Et une fois qu'il meurt, eh bien, on a ses 2 fils qui donc sont co-héritiers, et Caracalla qui s'entend pas trop avec son frère, qui va décider de zigouiller Geta pour devenir empereur. Caracalla qui sera considéré par beaucoup comme un empereur assez violent, pour le coup. Le gars, il fait pas dans la demi-mesure, quoi. Il n'hésite pas à employer la force pour obtenir ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ça sera un empereur qui fera de tous les hommes libres de l'Empire romain des citoyens romains. Est-ce que c'est par altruisme ? Sans doute pas. Alors il y a plusieurs pistes, hein, mais notamment peut-être parce que on taxe davantage les citoyens, et que monsieur, il avait besoin de thunes pour exercer sa violence, pour maintenir son pouvoir. C'est possible que ça soit ça. Caracalla, en tout cas, on en avait déjà un petit peu parlé dans un épisode sur Mort sur les toilettes, puisque, Caracalla s'est fait planter alors qu'il chiait derrière un buisson. Voilà, c'est comme ça. Vous le verrez, son destin est pas le même dans le film, puisque dans le film, effectivement, tout ça est un petit peu romancé, évidemment.
On va se retrouver donc durant le règne de Caracalla, mais il règne avec son frère, Geta, qui l'a pas zigouillé. Donc là, on a 2 empereurs, qu'on va appeler les empereurs jumeaux d'ailleurs dans le film, et qui, en effet, règnent de manière violente, un petit peu puérile. On a juste l'impression qu'ils sont là, voilà, pour... c'est un peu les Geoffrey de Game of Thrones, quoi. Moi, ça m'a fait cette impression-là dans le film. C'est les gars absolument insupportables. Tu sais pas pourquoi personne leur plante un couteau dans le dos au bout de 3 minutes. Et donc, ils mettent vraiment le royaume à feu et à sang. Ils envoient Pedro Pascal, super acteur, qui joue le rôle d'un général au début du film, donc il l'envoie eh bien en Numidie pour aller conquérir de nouvelles terres, et c'est là que du coup on va rencontrer notre protagoniste principal qui du coup va devenir gladiateur et se battre dans les arènes du Colisée. Bon, jusque-là, j'ai pas trop spoilé, hein, puisqu'on est vraiment sur le contexte général du film. Mais évidemment, si je veux parler du film, il va falloir que je spoile un petit peu. Donc je vais essayer de spoiler un petit peu, sans dévoiler trop de trucs, pour vous donner une idée de savoir, déjà, est-ce que, en tant que fan d'histoire, vous allez y trouver votre compte ou pas. Et puis après, je viendrai sur si vous êtes fan de cinéma ou pas. Parce qu'il y a 2 choses qui sont différentes, selon moi, dans l'analyse du film. Et j'ai vu beaucoup de critiques passer sur le film en disant « Mais c'est pas historique, il raconte n'importe quoi, encore une fois, gna gna gna. » Bon, ok. Mais ça, pour moi, c'est pas très grave, je le dis assez régulièrement. Pour ce qui est du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature, on a le droit, en fait, de jouer avec cette histoire. Et là, en l'occurrence, quand il joue avec cette histoire, c'est aussi pour servir une narration, se faire kiffer aussi en tant que réalisateur. Voilà, il se crée son univers, il prend des libertés. C'est comme ça, c'est assumé. En tout cas, je pense que on le sait aussi quand on va voir un Gladiator ou un film de Ridley Scott en général, ou même des grosses productions hollywoodiennes, on sait qu'il va y avoir eh bien des travestissements de l'histoire. Bon, pour moi, c'est pas très grave, et au contraire, ça permet parfois dans certaines vidéos, alors sans être offensif non plus, de pouvoir pointer les différentes incohérences, mais de se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Qu'est-ce qui l'a amené à penser que ça aurait pu être envisageable, ce genre de choses. Donc, moi, ça me dérange pas vraiment qu'il y ait des approximations. En tout cas, sur le point de vue historique, ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà dans Gladiator 1, on avait quand même on sentait que l'Empire romain s'est étendu. Dès le début du premier film, on nous emmène sur des théâtres de guerre en Germanie. Et puis on voit que Maximus, c'est un Espagnol. Et donc on voit que l'Empire est étendu et que les gens qui participent à cet empire, qui sont intégrés à l'empire, finalement, ils viennent de différents endroits. Là, c'est la même chose dans Gladiator 2. On voit qu'effectivement, cet empire, il ratisse extrêmement large. D'abord avec cette conquête de la cité au début, qui est considérée, enfin qui est présentée comme la dernière cité libre d'Afrique, ou la dernière cité d'Afrique libre, je ne sais plus exactement dans quel sens il le dit. Donc on voit que les types cherchent à s'étendre, et on voit quand on arrive à Rome qu'on a plein de gens de différentes cultures, de différents horizons qui se côtoient. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool, parce que ça reflète bien ce qu'était l'Empire romain à l'époque, à savoir un empire assez multiculturel quand même, puisqu'il était extrêmement étendu. Et donc à Rome, bah, il n'était pas rare qu'on croise des gens avec des accents d'un petit peu partout. Voilà. Il y a des trucs que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que parfois on voit des petites scènes de vie, par exemple du divertissement chez des nobles, où on voit un chanteur, ce genre de choses. C'est des choses qu'on voit pas trop d'habitude, et je trouve que ça rajoute un petit peu une petite âme, un peu de vie dans ce background de la Rome antique. Qui est pas négligeable, qui est à prendre. Pas mal de petites séquences. Des fois, c'est juste quelques secondes. Hein, c'est un plan qui moi, ont rendu cet univers, en tout cas, beaucoup plus crédible. Voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié. Après, fatalement, sur le côté historique, on va beaucoup se focaliser sur les gladiateurs ou le Colisée.
tout cas, je sais c'est ce que vous attendez. Et là-dessus, j'ai déjà fait un épisode sur ce que sont ou ne sont pas les gladiateurs. Et évidemment, dans le film, on est là pour ça. Hein. Le film s'appelle Gladiator. On veut du spectacle. On veut qu'il y ait des mecs qui se fassent zigouiller à l'appel dans le Colisée avec des super combats bien mis en scène. Bon, ça va être le cas, vous allez avoir du spectacle. Mais dans la réalité, les gladiateurs, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que ça se combat, il y a du sang, c'est des sportifs, c'est des showman, mais on évite de les tuer. On évite de les tuer parce que ça coûte très cher quand même à l'entraînement. On a aussi un truc, c'est que comme dans le 1 d'ailleurs, la plupart des... enfin, pas la plupart, les gladiateurs sont présentés comme des esclaves en fait. Là, on avait des hommes libres dans la réalité qui se battaient dans les arènes parce que c'était des sportifs de haut niveau, hein, tout simplement, et les gars gagnaient leur vie comme ça. Donc la réalité est un petit peu plus nuancée. Ce qu'on voit aussi dans Gladiator 2, vous le verrez, c'est des combats avec des animaux. Alors... là, en l'occurrence, on va avoir le droit à du combat de gladiateurs versus animaux, des combats un peu en mode... en fait, on a l'impression que les animaux, en l'occurrence les singes, c'est eux-mêmes des gladiateurs, quoi. Voilà. C'est un peu étrange comme type de combat. Dans la réalité, on avait plutôt ce qu'on appelle des venaciones, qui étaient des chasses, en fait. Des chasses. On avait des chasseurs professionnels, des gladiateurs qui étaient des chasseurs professionnels, qui étaient balancés dans l'arène. On balançait des animaux et les gars allaient buter les animaux. Voilà. Ça ressemblait quand même vachement plus à du massacre de masse d'animaux. Je le dis avec un petit air nerveux parce que voilà. Et c'est vrai que je l'ai lu dans une critique là, ou dans un article de journaux, je sais plus, qui disait bon, peut-être que là les gens étaient, enfin nous en 2024, on n'est pas prêt à l'écran à juste voir ce spectacle de massacre gratos d'animaux en fait. Ce que je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, c'est mis en scène, mais il y a une petite référence un peu à ça dans ce Gladiator, avec ces animaux qui vont se battre contre ces gladiateurs. Ensuite, on a cette fameuse Nomachi, donc qu'on voit dans la bande-annonce, avec des bateaux qui naviguent dans le Colisée, parce qu'ils ont rempli le Colisée de flotte, et t'as une bataille navale en plein milieu du Colisée. Bon. Ça, c'est des choses qui ont... alors, pas au Colisée, parce qu'a priori, je crois qu'il n'était pas équipé pour ça, mais c'est des choses qui ont existé de manière très exceptionnelle, parce que ça coûtait une blinde, vous l'imaginez. J'ai fait un petit contenu vidéo là-dessus, d'ailleurs, qui est présent sur Instagram, TikTok, si ça vous tente, mais en gros, c'était spécifique, parce qu'il fallait avoir déjà une infrastructure qui soit compatible. On ne sait pas trop comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones de flou, hein. On n'a pas toutes les réponses sur les mécanismes, sur tout ça, sur comment ils faisaient en effet. On a quelques traces écrites de différentes Nomachi, avec des trucs voilà, un peu fat, avec quand même pas mal de combattants, des bateaux, etc. Bon, c'est pas non plus 50 bateaux, hein, voilà, faut se calmer. Mais on a des trucs aussi avec des gars qui sont limite en barque, quoi. Voilà. Donc, faut nuancer vachement. Les Nomachi, c'était pas un truc qu'il y avait toutes les semaines à Rome, hein. Et d'ailleurs, je crois qu'on le voit dans la bande-annonce, mais ça a fait couler beaucoup d'encre aussi sur les réseaux sociaux. Durant cette Nomachi dans Gladiator, on voit des requins. Alors évidemment avec un Ridley Scott qui prend un malin plaisir à foutre un plan de requin dans l'eau dès que quelqu'un tombe dans la flotte parce que la personne se fait bouffer directement, hein, au bout d'une demi-seconde t'as un requin qui vient gober le gars, ce qui m'a fait repenser aux Dents de la Mer parce que vraiment c'est cette image aussi du requin impitoyable qui le mangeur d'hommes, cette vieille légende qui ressort un petit peu. Là j'avais vu un thread sur Twitter de quelqu'un qui est spécialisé sur la Rome antique et qui justement revenait sur est-ce que eh bien, les requins, c'était plausible ou pas dans des Nomachi. On n'en a aucune trace. On n'en a aucune trace et a priori, non, pas du tout. Il y a un écrit à un moment donné qui évoque une créature marine, peut-être qu'ils auraient eu pour projet de ramener, mais on ne sait même pas si ça a été le cas en fait.
Donc globalement, on peut dire qu'en l'état actuel des connaissances, pas du tout. Voilà, c'est un fantasme, mais ça rajoute, c'est de l'hollywoodien, quoi. Ça rajoute de l'épique, du suspense, c'est ce qu'on veut, voilà. Donc bon, d'un point de vue historique, le film, il y a quand même beaucoup de choses à dire si on va pinailler sur les différents plans, mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas ce qui m'intéresse en tant que spectateur. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est un bon film ou pas. Voilà. J'ai eu le même souci que sur Napoléon, à savoir qu'il y a pas mal d'effets spéciaux, des CGI, qui, moi, me parlent pas trop, quoi. Ou des fois, il insiste un peu trop dessus, et c'est pas là-dessus qu'ils sont le plus forts, honnêtement. Et donc, je me dis, ah, c'est un peu moche. Ce qui est dommage parce que, par ailleurs, le film est très beau. Il y a plein de très très beaux plans, et j'ai adoré la photographie. C'est très très... l'image est très belle à regarder. Donc, on passe un très bon moment, visuellement, devant le film, mis à part ces effets spéciaux qui, moi, honnêtement, sont pas toujours ultra convaincants. Le bon point du film, et c'est là où j'ai été surpris, c'est que c'est plutôt rythmé. Je vous le disais, j'étais parti sur un a priori. Napoléon, je me suis fait chier comme un rat mort, c'était vraiment un supplice. Là, il y a du rythme. On peut critiquer le film, savoir si on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on se fait pas chier parce que ça enchaîne quand même pas mal. Il y a pas mal de combats, il y a pas mal d'enjeux, de retournements de situation. Donc globalement, moi j'ai pas vu le temps passer, et quand le film s'est fini, j'avais pas la sensation d'avoir passé, je sais plus combien de temps il dure, mais 2h30 devant, quoi. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Les acteurs maintenant, les acteurs, vous voyez, moi j'aime beaucoup, je suis désolé, je fais des comparatifs avec Napoléon, c'était le dernier film que j'avais vraiment descendu de Ridley Scott, mais j'adore Joaquin Phoenix comme acteur, et j'avais trouvé que dans Napoléon, il était nul, quoi. Et là, l'acteur principal, moi je trouve que c'est un peu fade. J'avais du mal à m'attacher à lui. Il y a peut-être que le personnage est pas très bien écrit, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a pas convaincu. Et il est très 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 loin d'avoir l'aura de Maximus dans Gladiator 1. En revanche, on a d'autres personnages qui, eux, valent leur pesant de cacahuètes et qui, pour moi, font rayonner le film. Pedro Pascal, dans le rôle du général, il est super, il est impeccable. Mais plus que ça, et je sais que ça a été beaucoup dit, mais je le redis, j'ajoute ça au concert de louanges, Denzel Washington, Denzel Washington, quoi. C'est incroyable. Il a une prestation formidable. Il éclipse absolument tout le monde à l'écran. C'est un peu le problème aussi, d'ailleurs, parce que vraiment, alors on le voit beaucoup, hein, il a une place vraiment centrale dans le récit, et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, honnêtement, il éclipse tous les autres. Il éclipse vraiment tous les autres, parce que, à côté, les autres acteurs sont moins charismatiques, moins convaincants, je trouve que les personnages sont moins bien écrits. Donc on a vraiment Gladiator 2, pour moi, le personnage de Gladiator 2, c'est Denzel Washington, quoi. Clairement. Et ça vaut le coup d'aller le voir, ce film, honnêtement, rien que pour lui, parce qu'il est génial. Voilà. Denzel, je t'aime. Donc, voilà, le rythme est bon, on a des acteurs qui, quand même, font le taf, et qui sauvent le film par rapport à d'autres qui sont un peu moins bien. L'histoire, maintenant, en tant que telle, la narration de qu'est-ce qu'elle vaut, je suis assez dubitatif. Encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment. Moi, je m'attendais vraiment à une catastrophe en allant voir ce film. C'est pas le cas. Si vous voulez mon avis, allez voir Gladiator 2, ça vaut le coup. Vous allez passer quand même un bon moment. Mais c'est pas le film de l'année. C'est pas le film de l'année, parce que sur cet aspect narratif, justement, j'ai trouvé qu'il peinait vachement à se détacher de Gladiator 1. Et pendant une bonne moitié du film, voire les 2 tiers, honnêtement, j'ai eu la sensation de revoir
quasiment le même film avec des décors différents et des acteurs différents, quoi. Parce que on a les mêmes ressorts scénaristiques. Gladiator 1, il y a la bataille en Germanie, donc on n'est pas à Rome, on est ailleurs. Il y a ce conflit, le personnage qui va être blessé, rapatrié donc en tant que gladiateur, et puis il va découvrir le monde de la gladiature, etc. Et puis ensuite il va aller à Rome. Ça, vous pouvez considérer que ce déroulement-là, vous l'avez dans Gladiator 2, en fait, hein, sauf que c'est pas du tout les mêmes endroits. Voilà, il y a des légères différences, mais les ressorts scénaristiques sont un peu pareils. Et ça m'a un peu gonflé durant la première moitié du film. Heureusement, à un moment donné, il s'en émancipe un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est que pendant tout le film, vous avez plein de clins d'œil à Gladiator 1, et ça fait tout le temps des appels du pied en mode « Hey, regarde, il a fait ce geste, on a fait ce plan, on a montré ce truc, parce que toi-même tu sais, t'as vu Gladiator 1, t'as kiffé, et ben regarde, on te met une petite référence. » Tout le temps. C'est très très présent dans le film. Il a du mal en fait à se détacher de son prédécesseur, et c'est dommage. Maintenant, c'est un film qui fait pas de concession non plus, puisque moi, il a quand même réussi à me surprendre dans certains aspects, et notamment, je le disais, dans cette deuxième moitié de film. Voilà, il y a eu quelques surprises, je vais pas vous spoiler, mais je me suis dit, ah, franchement, c'est cool. Voilà, c'est cool. Et une ou deux craintes que Ridley tombe dans le pathos à un moment donné sur la fin du film. Et globalement, ces craintes-là de gros pathos ont été écartées, en tout cas, de mon côté, j'ai été plutôt rassuré. Je suis désolé, c'est pas très concret, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus le film. Un aspect, cependant, que j'ai trouvé quand même un petit peu moins bien par rapport au 1, parce qu'on a cette même construction aussi. Dans le 1, on voit Maximus qui rentre dans les écoles de gladiature, et qui va nouer des contacts avec d'autres gladiateurs, qui va les fédérer autour de lui, et qui va donc se créer un crew, quoi, qui va l'aider à un moment donné à réaliser son plan dans le film. Dans Gladiator 2, on a à peu près la même chose, ce que je le disais tout à l'heure, hein, ça tire quand même pas mal de ficelles du 1, mais en fait, je trouve qu'on développe pas assez cet aspect humain entre les gladiateurs, et du coup, on sait pas trop pourquoi les gars suivent le protagoniste principal. C'est-à-dire qu'il rallie des gens parce qu'il est bon dans l'arène, mais on sait pas trop pourquoi, en fait. Il y a moins d'enjeux, en fait, émotionnels autour de ces relations entre les différents gladiateurs, et on sent moins ce qui peut les unir, quoi. Comme si ça se basait, t'as vu le 1, donc tu sais que les gladiateurs, ils vivent des moments difficiles entre eux, donc ça rapproche, donc voilà, dans le 2, c'est pareil. Sauf qu'il n'y a pas que ça, en fait, dans le premier. Ça va au-delà. Une critique que j'ai pu lire, une analyse en tout cas, disait que finalement ce Gladiator 2, il se concentre plus sur l'aspect politique de l'univers que sur le combat. Et je suis assez d'accord, c'est-à-dire que c'est un film où il y a beaucoup de combats, c'est très rythmé, hein, les combats quand même sont relativement rapides, mais on a beaucoup de combats. On s'ennuie pas, mais c'est vrai qu'il y a plus de place à la politique, et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool aussi. On est dans de l'intrigue, voilà, où il y a des coups tordus à droite à gauche, et j'aime beaucoup ça. Voilà. Et puis on va retrouver aussi des protagonistes du 1, puisque comme je le disais, d'un point de vue historique, c'est très ramassé, hein. Commode meurt à la fin du 2e siècle, et là, pour le coup, on est au début du 3e siècle, quoi. Donc il doit y avoir 16 ans, je crois, à tout péter, qui se sont passés dans le film. Donc on a des protagonistes qui reviennent, et ça fait plaisir aussi. Voilà, je vous ai livré un petit peu mon ressenti en vrac comme ça, j'avais rien préparé, hein, pour le coup, j'enregistre, là il est 9h du mat, je l'ai vu hier, je suis rentré, donc il était minuit, un peu plus de minuit à la maison, je l'ai vu en IMAX, et c'était vraiment cool. Donc c'est vraiment mon retour à chaud, pas préparé, donc peut-être un petit peu anarchique, mais je pense que ça valait le coup de faire ce retour-là, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est pas un mauvais film. Et
moi, les a priori que j'avais dessus, honnêtement, je suis content d'avoir été au cinéma pour me confronter à cet avis préconçu que j'avais dessus et me rendre compte que non, c'était pas un film nul, loin de là. Mais encore une fois, je trouve que c'est pas le film de l'année et clairement, si on s'attend à avoir du niveau de Gladiator 1, on va être déçu. Mais quand même, il se défend pas mal par rapport à plein d'autres suites qu'on a pu voir au cinéma de grands films qui avaient marqué leur temps. Gladiator 2, il s'en tire pas si mal, surtout, je veux dire quand même pour un film qui a été réalisé par quelqu'un qui aujourd'hui a 86 ans, hein, le Ridley Scott. Je le critique volontiers quand il dit n'importe quoi et quand il s'en prend aux gens, ok. Mais voilà, 86 ans, je crois. Quand même en forme, hein, le PPR, de nous sortir des productions comme ça. Bien évidemment, c'est des œuvres qui sont collectives, mais enfin, il dirige le truc. Et malgré tout, hein, même si j'ai plein de choses à dire sur Ridley Scott, respect pour ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous pourrez me donner votre avis à vous dans les commentaires. Si vous spoilez, n'hésitez pas à mettre un petit avertissement en disant attention, je vais spoiler dans mon commentaire. C'est quand même plus sympa pour éviter de gâcher le plaisir à ceux qui vont venir un peu draguer les avis dans ces commentaires parce que voilà, on a des surprises dans ce film et c'est important de pouvoir les conserver pour en profiter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut.